Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Maxence Vacher. Maxence est un game designer qui fait la promotion du jeu pour qu'il soit plus utilisé en entreprise. Dans cet épisode, il nous donne des exemples de mécaniques de jeu et partage avec nous sa méthodologie de création d'un jeu. Mais surtout, il nous explique pourquoi jouer, c'est vivre. Bonne écoute! Bonjour Maxence Vacher, bienvenue sur Homo Ludens. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Maxence Vacher, je suis un game designer, je fais des jeux pour l'entreprise. Et quand je dis jeux pour l'entreprise, en fait, c'est toutes les formes d'utilisation du jeu dans le domaine de l'entreprise, indifféremment pour la communication, pour la formation ou pour la consolidation des équipes. Et du coup, d'où te vient cet intérêt pour le jeu? Alors, je crois que je n'ai jamais arrêté de jouer. En fait, je n'ai pas de souvenir dans ma vie où je n'ai cessé à un seul moment d'avoir du jeu. Euh, et, euh, et étrangement, à chaque fois, ça a été des jeux un petit peu différents. Donc, si ma période lycée a plutôt été une période jeu de rôle, quand j'ai commencé à perdre mes potes de groupe, je suis passé aux jeux de plateau, aux jeux de société. Ça tombait pile poil dans les années 2000, qui étaient les grandes années d'émulation du jeu de société, avec l'arrivée du jeu moderne. Et de fil en aiguille, je suis devenu créateur de jeux avec des jeux été, thermiques principalement, et puis après des jeux pour entreprise. Donc là, c'est encore d'autres choses. D'accord. Et du coup, tu m'as confié vouloir faire entrer le jeu dans l'entreprise. Et selon toi, qu'est-ce que peut apporter le jeu dans le monde de Alors, l'entreprise? qu'est-ce que ne peut pas apporter le jeu dans l'entreprise? C'est la meilleure question. Le jeu dans le monde de l'entreprise, pour moi, c'est un petit peu comme se poser la question du jeu dans la vie. En fait, le jeu accompagne toutes les étapes de la vie. Il nous permet de vivre des émotions, de les concentrer dans des temps uniques. Il permet d'effectuer ce que l'on ne peut pas faire dans la vie, c'est-à-dire des tests. Il permet d'échouer. Et c'est ce genre de choses dans le domaine de l'entreprise, c'est relativement complexe à mettre en œuvre. On n'aime pas trop échouer dans le monde de l'entreprise. Euh, et grâce au jeu, on peut se permettre de créer une zone spécifique, particulière, où ces essais sont possibles. Et donc, on va pouvoir prendre du plaisir à effectuer des tentatives. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que grâce au jeu, on va pouvoir effectuer des simulations. Et donc, remettre en perspective quelque chose que l'on vivrait dans l'entreprise, dans une situation qui est sans danger. C'est toujours de l'essai, c'est toujours de la tentative. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on est concerné, on est attiré, on est forcément enthousiasmé à l'idée de participer à une activité, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément un jeu. J'ai eu de très bons résultats avec des vidéos, par exemple. Mais avec le jeu, on devient en plus acteur de la situation, et donc on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Et du coup, dans quelle situation est-ce que tu utilises des jeux dans Alors, l'entreprise? dans beaucoup de situations, euh, j'ai travaillé donc dans divers domaines de l'entreprise, et j'ai été chef de projet pour une agence d'événementiel. J'ai été consultant pour une ESN spécialisée dans l'apprentissage numérique, donc le digital learning. Et dans toutes ces entreprises, j'ai utilisé le jeu, et je l'ai utilisé pour des choses aussi variées que pour créer du plaisir et faire du team building pour des cadres d'entreprise, dans le cadre de l'événementiel, ou pour former aux nouvelles procédures sur la préservation des données ou la sécurité des données dans une entreprise. Je ne donnerai pas le nom des entreprises pour lesquelles je travaillais, mais ça peut être très varié. J'ai fait des parcours complets d'intégration pour de grands groupes d'assurance, et toujours en utilisant le jeu. L'intérêt, c'est de favoriser des situations où les gens vont pouvoir interagir, coopérer, où ils vont pouvoir mettre en commun leur expérience et la confronter avec une réalité. Et le fait que l'on joue va alléger un petit peu la situation. Et donc, voilà.
ces situations-là sont des situations de jeu. Et dernièrement, donc, en tant que game designer indépendant, j'ai travaillé avec des consultants, Philippe Hardy par exemple, ou encore Christophe de Nonaka, et avec des sujets comme la décision dans l'entreprise ou accompagner le changement, pardon. Et mon dernier gros projet, ça a été un sujet pour une filiale de la RATP, où j'ai créé un jeu pour accompagner l'évolution du réseau. Donc, c'est des cas d'utilisation très différents. Oui. Mais du coup, de manière générale, comment est-ce que se déroule une session de jeu, si on prend un cas en particulier? Alors, il n'y a pas de cas particulier. C'est comme je le disais, alors, je fais vraiment un très grand nombre de jeux différents. Je vais avoir des jeux qui sont purement distanciels, c'est-à-dire des jeux en réseau ou à distance. Dans ce cas-là, je ne vois même pas les personnes que je forme, si jamais il y a une formation. Dans le cas du jeu que j'ai fait pour la RATP, c'est une boîte de jeu et que j'ai livré à la RATP, donc il y a 10 000 boîtes qui sont sorties. Et ces boîtes vont être diffusées auprès de leurs utilisateurs, donc de leurs clients. Et dans ces jeux, dans le jeu de la RATP, on va trouver des indications sur les variations d'horaire, sur la fréquence, des choses de ce genre-là. Et les gens vont jouer avec ces éléments-là. Dans d'autres jeux, je vais être véritablement le formateur. Et dans ce cas-là, je vais accompagner un expert qui, lui, a une connaissance particulière dédiée du contenu. Et moi, je vais me charger seulement de la partie animation. Je vais m'assurer que les joueurs comprennent les règles du jeu, qu'ils les vivent. Je vais m'assurer qu'ils intègrent l'ensemble des éléments et que le formateur, l'expert, lui, ait le maximum de place pour pouvoir délivrer son contenu. Mmh. D'accord. Et quel travail de préparation est-ce que tu fais avant de créer ou d'animer une activité ludique? Alors, j'ai créé une méthodologie. Alors créer, c'est peut-être pas un mot juste, mais en tout cas, j'ai une espèce de cycle de création qui fonctionne toujours de la même manière. J'estime qu'un client arrive vers moi avec une question, et donc la première chose que je fais, c'est un constat. J'essaie de savoir quelles sont les solutions qui existaient auparavant, soit dans son entreprise, soit de manière générale, donc on va dire dans l'écosystème dans lequel il gravite, pour traiter la question désignée. Une fois qu'on a fait ce constat et qu'on a regardé un petit peu toutes les problématiques liées à la question, j'essaie de déterminer les intentions, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il veut mettre en place un jeu, s'il veut mettre en place un jeu d'ailleurs. Moi, je vais lui proposer un jeu, mais on peut avoir des solutions différentes. Euh, on va, dans le cadre de cette intention, essayer de juger de toutes les intentions, c'est-à-dire s'intéresser indifféremment à ce que lui, il veut, mais aussi à ce que ses clients pourraient vouloir. Dans le cas, par exemple, de l'accompagnement au changement, on s'est véritablement posé la question de savoir comment est-ce que le jeu allait être vécu par les joueurs, d'une telle manière à faire apparaître certaines choses plutôt que d'autres. Je vais aussi m'interroger si mon client est prescripteur sur la nature des intentions des personnes qui, elles, vont m'acheter le projet. Donc c'est encore autre chose. Après les intentions, on va parler des moyens avec mon client. Alors les moyens, c'est indifféremment le temps qu'il va falloir passer pour arriver à mettre tout ça en œuvre, mais aussi la nature du matériel que l'on veut utiliser. Tout à l'heure, je parlais de solutions distancielles ou de solutions présentielles. Je fais un jeu tangible, c'est pas la même chose que quand je fais un jeu technologique, on va dire. Je vais pas m'accompagner des mêmes personnes. Dans le cas d'un jeu tangible, je vais faire appel à un graphiste et je travaille avec un graphiste que je connais bien. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec Lionel Paolini, qui est un excellent graphiste. Euh, je, euh, je passe donc soit à une solution tangible avec ce graphiste, soit à une solution distancielle. Et dans le cas de la solution distancielle, je vais devoir trouver les partenaires qui vont me permettre de développer la solution. Là, j'ai de nombreux partenaires qui peuvent m'aider pour ce genre de choses. Le moyen, c'est aussi le moyen financier.
si le client arrive et qu'il me dit, bah, écoute, voilà, moi, mon budget, il est de temps et on va devoir essayer de rentrer dans les clous, on va rentrer dans les clous et puis on va s'assurer que le projet rentre dans ce périmètre-là. Et le dernier niveau, qui est pour moi très important, c'est l'engagement. C'est-à-dire en quoi est-ce que chacun des acteurs du projet va pouvoir participer à ce projet. Donc CIME, SIM, voilà, c'est l'acronyme par lequel je lance toutes mes procédures de projet. Et chaque fois qu'on a fait une itération, on regarde où on en est, donc, et on repart sur un nouveau cycle, constant attention, moyen, engagement, pour savoir qui va faire, enfin, comment est-ce qu'on va faire les prochaines étapes et quelles sont les prochaines étapes à encourir. C'est une méthodologie qui est très proche de la méthodologie agile. On n'est pas loin du Scrum, mais voilà, c'est un principe que j'essaie toujours de mettre en œuvre. Est-ce que c'est long, un projet de développement de jeu? Alors, vraiment, ça dépend des moyens. Là, pour le coup, c'est la case moyen qui est engagée. On a des fois des cas où ça va très très vite. J'ai quelques expériences sur la création de jeux et sur l'édition de jeux. Et sur le jeu qu'on a fait pour la RATP, on a véritablement explosé des records. Enfin, en tout cas, selon les critères et les connaissances que j'ai, puisque on a eu les éléments de données en juillet, mi-juillet à peu près. Donc, on n'avait pas encore des datas consolidées, mais en tout cas, on avait un cadre défini mi-juillet. Et au 15 novembre, le jeu était en impression. Et le 15 décembre, il était dans les mains du client. Il y avait 10 000 boîtes de jeux. Donc ça veut dire Ouais, pas mal. qu'en 3 mois, on a fait toute la partie développement game design, toute la partie graphisme. Il y avait plus d'une centaine d'illustrations originales. Tout ce qui est boitage, mise en forme des cartes, règles, les tests évidemment pour que l'ensemble soit consolidé et ce jeu on l'a pensé comme une sandbox, c'est-à-dire comme véritablement comme un bac à sable et on a créé 6 règles différentes pour le jeu. On en a choisi 2 qu'on a mis dans la boîte. Et donc voilà, on a réussi à faire en l'espace de 3 mois actifs plus le temps pour l'impression, on a réussi à faire un jeu complet, on va dire, et véritablement un jeu. Notre objectif, c'était véritablement de sortir un jeu. Donc, voilà ce que ça peut être. Ça peut être très court, ça peut être très long. Ça peut être très long. J'ai des projets qui se sont étalés sur plus d'une année pour faire du distanciel parce qu'il y avait du développement, parce qu'il y avait des allers-retours avec le client, parce qu'il fallait consolider l'ensemble du périmètre du projet avant d'entamer véritablement les phases de production. Et quand les phases de production ont été lancées, le projet continuait parce qu'on avait une partie community management et donc on évoluait au fur et à mesure des retours du client. Donc là, ça va durer très longtemps et c'est une démarche qui est totalement différente. Ouais, de ce que je comprends de ce que tu dis, du coup, de manière générale, un jeu technologique est plus long qu'un jeu tangible? Alors oui et non, tout définit. Pas toujours? Ouais, tout dépend du périmètre. Je me souviens d'un jeu technologique qu'on a fait, on devait sortir un jeu pour un salon, je me suis mis avec un développeur, on s'est enfermés tous les 2 et en 2 semaines et demie, on a produit le jeu, on l'a développé, on l'a testé et donc en moins d'un mois, le jeu technologique était prêt, il était disponible sur tablette, sur PC. Voilà, ça peut aller très très vite. Tout dépend du périmètre, tout dépend de la nature du jeu. C'était un jeu sur l'évaluation du digital dans l'entreprise. Et donc, c'était un jeu qui était présentiel, puisqu'on utilisait les supports technologiques en situation de salle, avec une personne qui animait la session, et les autres personnes, donc les participants, qui effectuaient l'activité sur leur tablette ou sur leur PC. Et as-tu des conseils à nous donner sur ce qu'il faut faire ou au contraire absolument éviter lorsque l'on souhaite utiliser un jeu en entreprise?
Alors, j'ai des conseils, oui. La première chose, c'est ne pas utiliser n'importe quel jeu pour faire n'importe quoi. Les jeux sont déjà support de contenu. Je prends souvent l'exemple du Monopoly. Il existe des Monopoly pour à peu près n'importe quoi, mais vraiment, hein, c'est un truc absolument fou. Je crois que j'en ai trouvé un sur la pêche au bar. Donc, il y a des Monopoly Star Wars, il y a des... Et étrangement, c'est un format que des game designers, je mets des guillemets, désolé, que certains game designers pourraient utiliser pour l'utiliser, enfin pour n'importe quel type de formation. Et ils partent du principe que tout le monde connaît les règles du Monopoly. Sauf que le Monopoly, c'est un jeu qui lui-même a un sens. Il a été créé à l'origine pour favoriser la compréhension du fait que quand une personne s'enrichit, elle s'enrichit indéfiniment et que les autres s'appauvrissent indéfiniment. Et donc, on ne peut pas utiliser cette mécanique-là pour former sur les nouvelles procédures de sécurité des données ou sur je sais pas moi, l'impact de la pollution sur l'environnement, des sujets qui sont très variés. Et pourtant, j'ai vu des jeux sortir sur ces sujets-là, basés sur le Monopoly. Donc la première chose, c'est ça. C'est un jeu sert à quelque chose. Et il faut créer donc le jeu qui s'adapte à la volonté et au périmètre, aux besoins du client. Et trouver les bonnes mécaniques, forcément. Est-ce que tu remarques un regain d'intérêt pour le jeu par les entreprises? Alors, c'est une question un peu difficile. Je pense que les entreprises se rendent compte de la pertinence et de l'utilité du jeu. En tout cas, les effets sont beaucoup plus favorables que ça ne l'a été il y a un certain temps. Il y a une forme d'ouverture. Par contre, les entreprises ont souvent tendance à penser que ça va leur prendre plus de temps. Or, créer une formation gamifiée, ou en tout cas avec des éléments de jeu à l'intérieur, ça ne fait que produire du positif. Ça entraîne des situations favorables. Je dirais que souvent, les entreprises qui viennent au jeu ont une certaine forme d'audace, et que cette audace, elles arrivent à la maintenir pendant l'ensemble du parcours. Je me souviens de jeux qu'on a fait avec EDF, par exemple, et on s'est rendu compte que ça marchait bien, donc on a refait des jeux derrière. Et cet engagement que l'on a eu a été favorable, c'est-à-dire que eux, à la base, ils avaient une curiosité, nous, on leur a apporté une solution, et ils se sont rendus compte que ça marchait, et donc on a pu continuer ensemble. On a pu continuer à trouver des solutions. Actuellement, je travaille sur un projet avec Schneider, et pareil, je travaille avec une personne qui a l'habitude des jeux, qui a fait appel à nos services, et dans ce cadre-là, je sais que ça va être favorable, que ça va être facile de mettre en place des jeux, et qu'on va pouvoir effectuer des propositions, même si la personne a une vision, un cadre et un contenu à respecter. Voilà, je peux lui amener des solutions. Mais c'est difficile de faire passer ce pas-là aux entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, pour arriver à les convaincre que jouer c'est bien, et que paradoxalement, former par le jeu ou utiliser le jeu en entreprise c'est mieux, c'est un pas qui est difficile à mettre en œuvre. Il faut que le joueur, enfin, faut que la personne en face de moi soit déjà un peu joueuse. Voilà, c'est peut-être ça. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de jeux que tu as utilisés en entreprise? Tu nous en as déjà cité avec le jeu pour la RATP, Oui. pour EDF. Alors, j'ai pas d'exemple de jeu précis. Je vais avoir des mécaniques de jeu. Par exemple, il existe des situations où un timeline est sûrement le meilleur moyen de transmettre une procédure. Parce qu'un timeline, c'est quoi? C'est un ensemble de cartes avec sur une face un élément graphique ou de contenu, mais qui va être hiérarchisé chronologiquement par rapport à d'autres éléments. Et donc, si je veux faire vivre une procédure à un joueur,
un participant, un apprenant, je vais sûrement utiliser une mécanique proche du timeline. Alors, quelles que soient les formes, le principe, ce sera évidemment de mettre chacune des étapes de la procédure sur la carte, de mettre un numéro au dos qui représente le moment dans lequel la procédure va arriver, et les joueurs vont pouvoir manipuler les éléments, soit reconstruire ensemble l'ensemble de la chaîne de procédures, soit jouer à tour de rôle pour positionner leur carte et essayer de se débarrasser le plus tôt possible de la carte. Et donc là, on a véritablement une mécanique de jeu de société, un jeu qui est vendu dans le public, qui peut être utilisé dans le cadre d'une formation présentielle et qui a un véritable intérêt. Et évidemment, l'autre intérêt, c'est que comme c'est un dispositif qui est autocorrectif, il suffit de retourner la carte pour savoir si elle est au bon endroit. Voilà, ça c'est très simple à mettre en œuvre. Et ça, typiquement, c'est un jeu qui est intéressant pour l'entreprise, qui peut être conçu très rapidement. Et même souvent, dans ce genre de cas-là, je vais conseiller la mécanique et je vais vraiment pas me charger de faire le développement, sauf si l'entreprise le désire, mais c'est vraiment un cas particulier. Après, je vais avoir des jeux de collaboration où on va être tous en opposition enfin tous ensemble opposés à une logique externe, le temps qui passe, une mécanique de points ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, ce que je veux travailler, c'est le développement d'équipe. Donc, véritablement, je vais m'intéresser aux mécaniques, c'est-à-dire à ces petits grains de matière qui vont me permettre de faire un jeu et de le rendre le plus utile possible. Et tu t'inspires beaucoup de jeux grand public comme Timeline? Alors oui, je vois les jeux comme une espèce de langage. Et donc, alors j'ai essayé d'épurer ma ludothèque au fur et à mesure du temps. J'arrive actuellement à avoir un langage cohérent dans ma ludothèque, et donc des jeux qui satisfont à peu près tout ce que je peux vouloir signifier. Et quand je rencontre de nouveaux jeux qui peuvent me permettre de développer de nouveaux artifices de langage, je vais les acheter. Et souvent, quand je vais voir un client pour la première fois, je vais arriver avec des jeux grand public pour lui dire, ta problématique, elle pourrait être illustrée par un jeu comme celui-là. Et si la mécanique t'intéresse, on va pouvoir commencer à regarder. Et donc, je vais utiliser peut-être 1, 2, 3, 4 jeux différents. Je vais lui montrer, je vais lui expliquer les mécaniques. Et on va essayer de trouver ensemble les éléments qui nous marquent, qui nous intéressent, et essayer de trouver le moyen de faire un jeu qui réutilise les mécaniques de l'un, les mécaniques de l'autre. Alors voilà, ça peut être très très vaste. Dernièrement, j'ai acheté 504 de Friedman Freeze parce qu'il a ce côté bac à sable et qui peut permettre de dire, écoute, voilà, notre mécanique de base, ça va être une mécanique de coopération. On va pouvoir prendre les éléments qui sont ici et puis on va pouvoir manipuler pour montrer ce que ça met en œuvre. Ça me permet comme ça de créer un proto dès le premier contact. Ouais, d'accord. Et est-ce que peut-être tu peux nous citer quelques mécaniques? Donc, tu nous as parlé de timeline avec replacer les cartes chronologiquement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on retrouve Alors, dans les jeux? j'essaie de trouver une mécanique qui soit vraiment inspirée d'un jeu. Alors, souvent, hein, le problème, c'est que je change tellement les éléments que je vais en prendre un tout simple. Donc, toujours dans le cadre du dernier jeu que j'ai fait pour la RATP, donc pour sa filiale, donc je suis parti d'un principe, c'est que d'un côté on avait un dispositif de commande. Donc les commandes, c'est la ligne du transport. Je veux aller d'un point à un autre. De l'autre côté, on avait les arrêts. Les arrêts, ce sont des ressources. Donc j'ai fait du pick and carry, c'est-à-dire que je récolte les éléments ressources, les cartes arrêts, et quand j'ai suffisamment de cartes arrêts, je vais pouvoir valider une ligne de transport. Donc on est entre du Ticket to Ride, les aventuriers du rail, du pick and carry classique comme Sun and Taxis, et on va avoir des éléments d'assemblage, de mise en œuvre
qui eux peuvent s'apparenter à un jeu de deck building, puisqu'il va falloir que je construise mon jeu de cartes pour pouvoir répondre aux besoins qui sont exprimés. Donc voilà, je prends plusieurs mécaniques, je les associe. Je disais tout à l'heure que ce jeu-là, il a été pensé comme une sandbox. Donc dans ce jeu, j'ai aussi un jeu de bataille, le jeu le plus classique qui soit, hein. Je pose une carte et puis je remarque la force de l'adversaire. Sauf que j'ai rajouté une mécanique particulière sur la gestion des cartes et sur l'opposition des éléments entre eux, ce qui fait que la bataille ne se crée que dans certaines conditions. Soit quand les joueurs ont les mêmes couleurs de lignes, soit quand ils ont des couleurs de lignes différentes. Et ça va permettre de créer une diversité, de mettre en œuvre une série de stratégies plus complexes qu'un simple jeu de bataille. Et on joue avec un jeu ouvert plutôt qu'un jeu fermé. Voilà, ça c'est une manière d'utilisation des mécaniques de jeu, et ce sont des jeux vraiment grand public, que je vais juste voilà, dépioter, réassembler pour produire un autre jeu, un nouveau jeu. D'accord, c'est très intéressant. Ouais. Bon, du coup, nous arrivons aux dernières questions. Est-ce que tu nous as cité beaucoup de jeux? Est-ce qu'il y en a en particulier que tu nous recommandes, que ce soit grand public ou pas finalement? J'ai réfléchi pas mal à cette question à l'écoute des autres podcasts que tu as effectués, et en fait, j'ai pas de jeu à conseiller. Je vais faire exactement la même réponse que je fais à tout le monde. Je vous conseille pas un jeu, je vous conseille de jouer. C'est vraiment pas la même chose. C'est-à-dire qu'il existe des jeux pour tout le monde. J'en suis intimement convaincu. Quand quelqu'un me dit, moi je joue pas parce que c'est pas bien, c'est nul, etc. Je lui pose toute une série de questions. Je lui dis, est-ce que tu aimes vivre? Est-ce que tu aimes rire? Est-ce que tu aimes gagner? Est-ce que tu aimes réussir? Est-ce que tu aimes vivre des moments passionnants avec d'autres personnes? Est-ce que tu aimes projeter et voir que tes projections arrivent à un terme et qu'elles réussissent? Est-ce que tu aimes risquer ta vie un tout petit peu, ou te mettre dans une situation dangereuse et savoir que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu aimes explorer? Voilà, toutes ces choses-là, on va les retrouver dans le jeu. Et toutes ces choses-là, ce sont véritablement les sensations que l'on a dans la vie aussi. Et donc, jouer, c'est vivre. C'est aussi bête que ça. Et donc, je maintiens. Le mieux, c'est pas de vous conseiller un jeu, c'est vraiment de vous conseiller de jouer. Essayez de trouver des jeux qui vous plaisent. Et pour ça, il faut aller dans les associations de jeux, pardon, dans les petites boutiques qui sont souvent de très bons conseils. Et il faut se laisser ce temps-là de partager des moments entre nous. Mais ça peut être aussi de jouer sur un jeu vidéo. Il y a de très bons jeux vidéo et qui sont véritablement des révélateurs qui fonctionnent très très bien. Donc oui, plutôt qu'un jeu, je vous conseillerais de jouer. Très bien, ça me va. Et si on souhaite en savoir plus sur toi et ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver, s'informer? Alors, j'ai un site qui s'appelle Ludoceo, ça s'écrit Ludoceo. Donc c'est ludoceo.com, voilà, c'est sûrement le meilleur moyen pour me trouver. J'ai commencé au mois de janvier une petite série de vidéos qui s'appelle Ludologie. Pour pas faire d'ombre au podcast éponyme, je l'écris avec un petit tiret entre ludo et logie, et donc ce sont les ludologies de Ludoceo. On retrouve de toute façon le lien sur mon site. Voilà, c'est sûrement le meilleur moyen pour me trouver. Sinon, je suis sur LinkedIn. J'y suis pas mal parce que je partage pas mal de mes articles sur LinkedIn, sur Twitter aussi, et aussi un petit peu sur Facebook. Mais sur Facebook, c'est plutôt de ma passion dont je parle, donc du jeu de manière générale. Et j'ai aussi un autre blog que je tiens à côté qui s'appelle Serial Ludis, donc la chose sérieuse, le jeu sérieux. Et donc Serial Ludis, c'est un blogspot, donc pareil, ça me permet d'échanger sur certains des éléments du jeu. Voilà où on peut me trouver plus facilement. Ok, merci beaucoup. Merci Maxence Vacher. Merci à toi Mathieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.
Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.